Bonjour Yvan Rioufol, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Liselotte Dutreuil. Alors je ne vais pas réintroduire le sujet puisque nos auditeurs l'ont compris, on en a parlé dans nos bulletins d'actualité, Adèle Rossner un instant donc dans sa petite phrase du jour. Il est question aujourd'hui donc de cet attentat qui a eu lieu à Mulhouse, on peut le définir comme tel désormais. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ce qu'Adèle Rossner justement pointait à l'instant, cette obligation de pointer quotidienne qu'avait donc l'auteur de cet attentat, obligation de pointage qui donc dans certains cas, mène à vider des commissariats, à équiper les policiers qui vont recevoir les individus dangereux qui vont pointer, et donc des individus qui ensuite ressortent dans la rue. Et nous, pauvres Français, eh bien, nous n'allons pas vider les rues, nous n'allons pas porter des gilets pare-balles toute la journée. Donc on se retrouve à côtoyer ces individus qui nécessitent une extrême protection quand ils vont pointer pendant 30 minutes au commissariat. C'est assez inquiétant ça, Yvan Rioufol. Nous ne cessons d'édicter des obligations, alors des obligations de pointer, des obligations de quitter le territoire, des interdictions même d'être sur le territoire, parce que cet homme-là avait également une obligation de quitter le territoire et une interdiction d'être sur le territoire, outre cette obligation d'avoir à pointer. Et en effet, le dispositif législatif, si je comprends bien, je ne suis pas un grand spécialiste, mais enfin, le dispositif législatif permet malgré tout à ces obligations de ne pas être respectées. Donc, ce que cela met en perspective, et c'est ce que dit Bruno Retailleau, c'est qu'il y a une faiblesse législative au cœur, outre les faiblesses politiques naturellement, mais une faiblesse législative au cœur de tout cet arsenal qui fait qu'en effet, ce sont les Français eux-mêmes qui sont priés d'assurer leur propre sécurité, d'être vigilants. D'ailleurs, cet appel à la vigilance avait été un appel lancé par le pouvoir politique qui se trouve désarmé par sa propre volonté. C'est ceci qui est le plus révoltant. Moi, j'entends et je comprends ce que dit le ministre de l'Intérieur quand il dit qu'il veut tout remettre à plat. Mais j'observe que, et singulièrement dans son rapport de force, c'est l'expression qu'il emploie face à l'Algérie, en demandant une réciprocité des mauvaises volontés, dans le fond, parce que on parlera peut-être de ça. Oui. Or, je m'aperçois que le ministre de l'Intérieur n'est pas suivi. J'ai entendu Jean-Michel Barrot, Jean-Noël Barrot, Jean-Michel Barrot, je ne sais plus, le ministre de l'Intérieur hier, nous dire qu'il n'entendait pas, lui, suivre cette voie d'un rapport de force avec l'Algérie. Il avait un propos beaucoup plus alambiqué. On laisse comprendre que le président Emmanuel Macron n'est pas non plus dans ce rapport de force-là. Donc la question se posera malheureusement à Bruno Retailleau, qui naturellement est plein de bonne volonté et que je soutiens dans son analyse de toutes les lacunes législatives, notamment de la France. Et la question se posera de savoir si oui ou non Bruno Retailleau est utile au sein de ce gouvernement. Et la question se posera de savoir si oui ou non il ne doit pas, au bout du compte, démissionner face à la grande apathie générale de tous ceux qui nous dirigent. Effectivement, alors il y a 15 jours justement, il livrait au JDD un entretien dans lequel il disait, Bruno Retailleau, l'état de droit a été dévoyé au point que la règle de droit ne protège plus la société française mais désarme l'état régalien. Quand une règle ne protège plus les Français, il faut la changer. Et vous disiez qu'aujourd'hui, on invite les citoyens à être eux-mêmes vigilants concernant leur sécurité. Être vigilant, c'est bien, mais quand on se retrouve face à une machette ou face à une arme à feu, on a beau être vigilant, aujourd'hui, les Français, on leur demande de prendre en main leur sécurité sans vraiment leur en donner les outils, ne serait-ce que juridiques, finalement, Yvan Rioufol. Vous savez, quand vous interrogez les Français sur le sentiment qu'ils ont face au monde politique, le mot qui revient, c'est celui de dégoût. Et l'autre mot qui revient, c'est celui d'abandon. Les Français se sentent abandonnés et dégoûtés par la grande permissivité, par l'abandon des politiques face à ce réel qui nous assaille aujourd'hui. Il y a eu un confort intellectuel à ne pas vouloir analyser quel était l'ennemi. En fait, c'est ceci la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Quel est l'ennemi? Est-ce que l'ennemi c'est Poutine? Est-ce que l'ennemi c'est le Covid? Est-ce que l'ennemi c'est le réchauffement climatique? Est-ce que l'ennemi c'est le populisme? Ou est-ce que l'ennemi c'est celui qui vous attaque? Or, depuis maintenant 10 ans, depuis 2015, depuis les horribles attentats islamistes de 2015, l'ennemi, et il y en avait eu d'autres avant, en 2012 à Toulouse, je ne les oublie pas, mais enfin depuis 2015, il y a eu 40, je crois, 40 attentats qui ont tué à peu près 300 victimes. Donc l'ennemi, en l'occurrence, ce n'est pas Poutine, comme on le décrit pour l'instant. Je n'ai aucune tendresse pour Poutine, mais enfin, ce n'est pas lui qui tue des Français. Pour l'instant, l'ennemi, c'est l'islam radical. Donc il faudrait à un moment donné que l'État sorte de son hébétude
et accepte déjà de se donner les moyens législatifs de répondre à cette menace-là. Et Bruno Retailleau a raison de dire que certes, il faut respecter l'état de droit, mais qu'il faut changer l'état du droit. Alors, j'ai entendu cette polémique qu'il y avait eu il y a quelques semaines, après qu'il eut dit que l'état de droit n'était pas intouchable. En effet, l'état de droit, ce n'est pas une religion. L'état de droit doit protéger les citoyens. Or, pour l'instant, il y a une telle perversion idéologique qu'on ne fait plus la différence entre le citoyen et l'étranger, et que les droits de l'homme sont considérés comme des droits de l'homme, en oubliant que ce sont des droits de l'homme et du citoyen. Donc, il faut d'abord protéger les citoyens avant de protéger les individualités, et il faut faire en sorte que ces droits de l'homme, cet état de droit, ne bénéficie pas en priorité aujourd'hui à ceux qui veulent assaillir et tuer parfois des citoyens français, en l'occurrence, mais c'est valable également pour tous les autre pays. Donc oui, il faut bien sûr changer la législation à profondeur, quitte à modifier la Constitution. Il n'est pas normal que le législateur français ait perdu tout ou partie, enfin je crois que c'est à peu près 80% de son autonomie législative est perdue parce qu'elle a été dévolue aux autorités, aux compétences, aux tribunaux surtout européens qui appliquent précisément cet état de droit avec la hiérarchie des normes qui voudraient que les traités soient supérieurs aux lois, etc. On peut remettre en question ceci à partir du moment où un arbre se jugeant à ses fruits, à partir du moment où l'on voit que la législation nationale ne protège plus les citoyens, tout simplement ceci. Et donc, vous pouvez toujours tourner autour du pot. Au bout du compte, vous inciterez les citoyens abandonnés à se protéger par eux-mêmes, par des autodéfenses, par des milices, par ce que vous voudrez, et cela donnera les désordres que les dirigeants ne sont pas capables d'éviter pour l'instant. Donc il y a une grande paresse intellectuelle, dans le fond, à ne pas vouloir, à ne pas oser se confronter au réel, alors que nous assistons à travers cette grande révolution du bon sens, pour reprendre cette expression de Donald Trump, cette grande révolution conservatrice. Nous assistons à un coup d'État, mais je l'ai déjà dit depuis des années, à un coup d'État permanent des réalités qui oblige aujourd'hui tous les idéologues à rendre leur passeport, enfin en tout cas à démissionner de leur poste afin de les remplacer par des politiques beaucoup plus pragmatiques, moins ambitieuses peut-être, qui répondent à l'urgence d'insécurité existentielle. Il y a effectivement une insécurité existentielle, comme l'a dit le président de la République, mais lui, il désignait la Russie. Moi, je dis qu'il y a une insécurité existentielle, une menace existentielle, mais elle est constituée par cet islam radical qui tue, et elle est constituée encore plus et plus gravement par les dirigeants français, mais européens, c'est pour être la même chose, par les dirigeants français qui laissent tuer. Vous savez, J.D. Vance, dans son formidable discours de Munich, a dit ce n'est pas tant la Russie ou la Chine qui sont vos propres ennemis, il s'adressait aux Européens, vos ennemis, c'est vous-même. C'est-à-dire vous, quand vous abandonnez votre propre réflexion sur ce qu'exige le peuple. Et on voit bien que quand le peuple parle, et notamment encore en Allemagne ce matin, il vote conservateur, voire même il vote maintenant pour ce qui est considéré comme étant des partis d'extrême droite à travers l'AfD qui a multiplié son score. Donc il est inutile de vouloir faire taire ces peuples abandonnés, ces Français abandonnés, ces Français oubliés, qu'ils soient gilets jaunes ou autres, car au bout du compte, c'est malgré tout la logique démocratique qui s'imposera quoi qu'il arrive, et qui s'imposera en chassant précisément tous les maltraitants que sont ceux des dirigeants qui n'ont jamais voulu entendre les plaintes du peuple. Oui. Quand vous dites que les dirigeants qui laissent tuer sont aussi d'une façon responsables de ce genre de drame, d'attentats, mais même on peut parler au-delà des attentats, des meurtres comme celui de Philippines qu'on a vu, qui était commis par un OQTF, celui de Lola, commis par une OQTF. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faudrait aussi modifier le droit pour pouvoir pointer la responsabilité des dirigeants et des juges qui choisissent justement de ne pas appliquer ces OQTF, de laisser en liberté ce genre d'individus. Voilà. Est-ce que ce serait une bonne chose, Yvan Rioufol ? Moi, je l'ai toujours défendu. J'ai fait un essai il y a maintenant 5 ans qui s'appelait Les Traîtres, dans lequel je mettais en accusation précisément ceux qui nous ont mis dans ce pétrin. C'est-à-dire que
je ne voulais pas désigner l'immigré comme étant le bouc émissaire de tous nos problèmes, mais je voulais désigner celui qui a fait venir l'immigré et à travers lui, et à travers une partie d'entre eux, une partie de l'insécurité culturelle, voire de l'insécurité tout court. Donc oui, bien sûr, il faudrait effectivement que d'abord que l'on puisse juger les juges, pour reprendre votre suggestion, et puis il faudrait effectivement responsabiliser, demander des comptes à tous ces dirigeants qui n'ont pas qui n'ont pas osé donner des protections suffisantes à la population. Moi, je me souviens, il y a eu les écologistes ont fait condamner l'État français pour insuffisance écologiste, ou je ne sais plus quelle inaction, pour inaction écologique. Je crois que c'était ça le terme Oui, c'est exact, ça, c'était oui. il y a 2 ans, en considérant que la France n'avait pas donné le maximum pour la protection de l'environnement, etc. Et la France a été condamnée. Moi, je suggère que une action similaire en justice puisse être entamée contre la France pour inaction sécuritaire. Il n'y a aucune raison que la France n'ait pas à rendre des comptes, effectivement, sur l'insécurité qu'elle engendre, à ne pas vouloir, ou à ne pas vouloir répondre aux impératifs de sécurité qui sont des impératifs d'un droit régalien qui lui advient. Or, se rend compte, encore une fois, mais on va revenir au début de notre conversation, qu'il y a un tel état d'hébétude, d'abandon, de lâcheté, je ne sais pas, je n'arrive d'ailleurs pas vraiment à comprendre que de tous ces dirigeants, qu'en effet, ils sont aujourd'hui, ils pourraient être coupables de non-assistance à personne en danger, Ouais. ou quelque chose se rapprochant à cela. Donc oui, moi je suis de ceux qui pensent qu'il pourrait y avoir effectivement des actions judiciaires portées contre l'État pour insuffisance, pour abandon de poste. Bon. Quand vous parliez de ces politiques pragmatiques qu'il faut mener au-delà justement des envolées très idéologiques, tout compliqué, il faut revenir à la base. Quelqu'un qui est jugé comme étant interdit du territoire français, ou en tout cas en situation irrégulière, eh bien, il doit s'en aller. Aujourd'hui, on connaît la difficulté que notre pouvoir a à appliquer les OQTF. Pourtant, c'est quelque chose qui est appelé très largement par les Français. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué, alors que pourtant, quand on nous présente le schéma, c'est assez simple. Enfin, voilà, on a un individu, on lui explique qu'il ne peut pas rester, il doit partir. Il n'y a pas énormément d'étapes pour comprendre le processus. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Et on va bien sûr ensuite parler du cas précis de l'Algérie. C'est compliqué, et c'est difficile à répondre à votre question, parce que c'est une question à laquelle tout le monde, c'est une question que tout le monde se pose et à laquelle je n'ai pas de réponse. La seule réponse qui vient à l'esprit, c'est compliqué parce que la France est faible, tout simplement. J'ai entendu le président de la République pavaner un petit peu avant son départ, sa rencontre avec le président Trump ce soir d'ailleurs. Mm. Il a fait dire à la presse qu'il allait dire à Trump de ne pas être faible face à Trump. Mais que vaut le conseil un tel conseil d'un président de la République, de ne pas être faible face à un adversaire, quand ce même président de la République, française en l'occurrence, Emmanuel Macron, se laisse la France se faire humilier depuis des années par l'Algérie, qui n'entend pas reprendre ses ressortissants, même quand il y a des obligations de quitter le territoire, ou des interdictions d'être sur le territoire, et même quand ce qui arrive avec cet individu-là, quand celui-ci est fiché au banditisme ou au terrorisme depuis des années. À partir du moment où la France donne des leçons, veut faire la guerre à tout le monde, mais s'écrase, si je puis dire, devant les menaces de l'Algérie, eh bien, vous vous rendez compte que vous comprenez quel est l'état de la France en règle générale, c'est-à-dire qu'il est une France qui n'est pas gouvernée, sinon avec les mots, sinon avec des admonestations, avec une théâtralisation. Ça, le président de la République en est naturellement très ardent, et que rien ne se passe. Donc il va falloir quand même à un moment donné se rendre compte que la France est laissée à elle-même, faute de volonté politique, d'avoir à imposer une politique face à des adversaires. Mm.
Cette faiblesse vis-à-vis de l'Algérie, on ne peut pas vraiment la mettre sur le compte de la puissance de l'Algérie, même en termes de diplomatie. On voit très bien d'ailleurs que Donald Trump, lui, n'a eu aucun mal à faire accepter tout de suite l'idée de renvoyer les Algériens des États-Unis. L'Algérie l'a accepté immédiatement. Je crois même qu'ils ont expliqué à Donald Trump d'emblée qu'ils étaient d'accord avant même que Donald Trump ait dû engager une quelconque procédure diplomatique. Euh, Finalement, cette faiblesse, donc, elle est simplement due à nous-mêmes. Est-ce que c'est pas parce que pendant des années, on a assimilé le discours victimaire de l'Algérie et donc ce rôle de bourreau qu'on avait vis-à-vis d'eux, une forme de culpabilité et donc qui nous pousse à prendre particulièrement de précautions vis-à-vis de l'Algérie, là où on n'en prendrait peut-être pas autant pour d'autres pays? Je pense que vous avez en effet raison. Ce sont des ressorts psychologiques qui expliquent davantage que des ressorts politiques, qui expliquent effectivement notre réticence à vouloir s'opposer à l'Algérie. Il y a une sorte de culpabilisation qui nous poursuit face à la guerre d'Algérie, que l'Algérie de Tebboune entend visiblement continuer dans une sorte de troisième mi-temps avec, mais bon, cela a été dit, avec une manière à chaque fois de vouloir faire revenir le passé à la surface afin de faire montrer que la France colonisatrice s'était mal comportée dès 1830, etc. Donc on connaît cette dialectique et sans doute habite-t-elle les dirigeants français qui n'osent pas aller à l'affrontement. Mais l'autre raison est plus déplorable, je pense, c'est qu'il y a maintenant, selon en tout cas l'ancien ambassadeur, M. Driancourt, je l'ai entendu dire ça il n'y a pas si longtemps que ça, il y aurait 6 à 7 millions d'Algériens ou de Franco-Algériens. Il faudrait d'ailleurs s'entendre sur ce chiffre, parce que je disais ce matin dans un autre journal qu'il y en aurait 900 000. Alors entre 900 000 et 6 ou 7 millions, il y a quand même une grande différence. Et donc, je ne parle que d'Algériens, ce qui vous donnerait l'ampleur de la population musulmane ou d'origine musulmane en France aujourd'hui. Et donc, naturellement, sur ces 7 millions, si je prends ce chiffre, 6 ou 7 millions d'Algériens ou de Franco-Algériens en France, je ne dis pas qu'ils sont tous, qu'ils s'identifient tous naturellement au régime algérien actuel. Beaucoup d'entre les Algériens qui sont venus nous rejoindre fuient ce régime-là, je veux bien l'entendre, mais malgré tout, il y a aussi un patriotisme dans cette communauté musulmane qui serait sensible, me semble-t-il. En tout cas, ça doit être l'analyse que portent les hommes politiques français qui seraient sensibles à des sanctions portées contre ce régime dictatorial. Et on voit que la grande apathie du président de la République est d'autant plus scandaleuse que quand il fait des moulinets guerriers face à la Russie, il se tait, il se soumet face à l'Algérie, alors même qu'elle détient maintenant depuis 3 mois, il faut tout de même le rappeler, Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien, mais écrivain français malgré tout, qui est obligé aujourd'hui d'entamer une grève de la faim tant il se sent délaissé, une fois de plus, par les autorités françaises, et au point que même son avocat Maître Zimré, a été récusé par les autorités algériennes au prétexte qu'il serait juif, qu'il est juif. Donc vous vous rendez compte de l'abomination que subit la France, dans le fond, que subit cette France humiliée, parce qu'elle ne veut pas affronter ce qu'elle croit être des minorités plaintives, oui, pour reprendre votre explication, qui est juste. Et donc tout ceci est désolant et cela montre que nous n'avons pas soldé toute cette idéologie culpabilisante, cette idéologie victimaire et cette crainte que nous marquons, que nous exhibons face à un islam conquérant, un islam colonisateur. Et je trouve effectivement que les réponses face à cette situation manquent d'envergure. Quand Bruno Retailleau exige la réciprocité, on pourrait demander tout de même à l'Algérie. Alors on donne, je crois, c'est 250 000 visas par an Mm. aux Algériens. Il y a 20 consulats qui ont été ouverts. On pourrait au moins plus des facilités pour les dignitaires, naturellement, qui vont se soigner à l'œil, paraît-il, en France. Enfin, on pourrait imaginer qu'il y ait des rétorsions de cet ordre-là en supprimant des visas ou en les réduisant drastiquement, en fermant des consulats, en demandant des comptes à la mosquée de Paris qui elle-même pardon, excusez-moi, et le porte-parole visiblement du pouvoir algérien.
Mais rien de ce fait de cela. Donc, on retombe sur cette même constatation désarmante et insupportable, dans le fond, que l'État est devenu un État transparent, qui est un État qui ne s'affirme qu'à travers la parlotte, le verbe, la jactance, et qu'il n'arrive pas à passer à l'acte. Et c'est dans ces circonstances-là que je me demande si Retailleau a bien fait d'accepter de monter sur ce Titanic et s'il ne serait pas temps pour lui, s'il n'arrive pas à enclencher une dynamique autre que par le verbe, s'il ne serait, il serait pas temps pour lui de quitter ses bras cassés. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce que vous nous expliquez là, Yvan Rioufol, c'est que quand bien même on aurait des bonnes volontés et surtout des personnes de bon sens, notre droit, notre système politique est complètement verrouillé, si bien que il se retrouve dans l'incapacité d'agir. Oui. Ah ben oui, bien sûr, nous avons créé notre propre faiblesse, mais alors ça, il faut s'en prendre également aux législateurs français. Il faut s'en prendre naturellement à cet édifice de l'état de droit dont nous avons parlé tout à l'heure, qui a donné légitimité davantage à la souveraineté européenne qu'à la souveraineté française. C'est un travail Ouais. d'idéologue qui s'est construit, mais également les législateurs français ont également cautionner des mesures au prétexte de défendre, naturellement, c'est tout à fait honorable, de défendre ceux qu'ils ont accusés, n'a pas suffisamment défendu ceux qui étaient les victimes. Donc il faut tout remettre à plat, c'est un travail, encore une fois, ce sont les idées qui ont perverti, les idées fausses qui ont perverti tout ce système. C'est des idées fausses qui étaient pleines de bonnes intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et qui fait l'ange fait la bête, m'avait prévenu Descartes. Descartes, Mm. oui, je crois, oui. Et donc, il faut sortir de ce moralisme-là, de cet humanitarisme bas de gamme pour essayer de comprendre qu'aujourd'hui, les plus malheureux sont les Français abandonnés et que ce sont eux qui doivent être entendus prioritairement et non pas ceux qui nous détestent, ceux qui les détestent. Or, pour l'instant, la grande trahison des élites a été effectivement de s'accorder à n'entendre que les plaintifs en prétextant que ceux des citoyens qui se plaignaient d'être abandonnés n'étaient que des populistes bas du front, la France moisie, la France d'extrême droite, enfin Ouais. tout ce que l'on peut entendre aujourd'hui et qui justifie de la part de ces dirigeants qu'ils n'entendent pas, qu'ils ne veulent pas entendre ces protestations, ces colères, ces révoltes, ces indignations, et peut-être demain cette révolution que j'appelle moi de mes voeux, cette révolution en tout cas de cette France qui est encore une France bâillonnée pour partie, et cela devient pour moi insupportable. C'est une injustice flagrante qui commence à se voir, qui se voit. Oui, c'est des réformes de fond qu'il faut enclencher. Et d'ailleurs, on se demande un jour si même le pouvoir change, puisqu'il y a beaucoup de Français qui l'appellent de leur vœu, qui attendent 2027 avec impatience. Ce que vous nous expliquez là, Yvan Rioufol, c'est que sans réforme de fond, de toute façon, avec toute la bonne volonté du monde, désormais, ça ne pourra plus suffire. C'est une réforme des esprits qu'il faut enclencher. On a par exemple l'Humanité qui titrait, donc après Mulhouse, que Bruno Retailleau stigmatisait l'Algérie. On a Dominique de Villepin qui a expliqué que c'était de l'amateurisme quand il pointait du doigt la responsabilité de l'Algérie. On a encore peur de ces solutions fermes. Vous le disiez tout à l'heure, on est gouverné par des ressorts psychologiques. En fait, c'est toute notre vie politique qui a perdu en substance finalement. Mais en même temps, tout ce monde-là s'effondre, ce monde de la société ouverte à la Soros, ce monde du multiculturalisme défendu par Villepin, Mm. ce monde de l'immigration bénéfique, ce monde de l'islam, religion de paix et de tolérance, tout ce monde s'effondre sous ses propres mensonges. Donc c'est ceci qui est très intéressant et très encourageant à observer, c'est que la révolution conservatrice qui part des États-Unis était déjà dans les esprits français. Mm. Ouais, ça fait maintenant 30 ans, 40 ans que j'enfonce les mêmes clous et je vois bien que les esprits s'ouvrent de plus en plus après avoir été terriblement seuls, enfin, ou du moins, nous n'étions que quelques-uns à dire ces choses-là, car c'est des choses que je répète maintenant depuis 30 plus de 30 ans. Je suis un vieux Et journaliste. merci pour ça. Et maintenant, ce sont des choses qui sont répercutées
beaucoup plus facilement, et singulièrement par la jeune génération, et moi je m'en félicite. Mais encore une fois, donc je pense que ce monde s'effondre, et ce monde s'effondrant, tous ceux qui l'ont porté deviennent de plus en plus irascibles et de plus en plus agressifs, de plus en plus méchants, de plus en plus... Oui, enfin, il suffit de vous d'écouter en effet Villepin, qui maintenant traite tout le monde d'extrême droite parce qu'il voit que ces odes à l'immigration, au métissage, au respect de l'islam, à l'encouragement à la colonisation de la nouvelle Andalouse, de l'Andalousie vénérée, c'est-à-dire une Andalousie musulmane, tout ceci n'est plus compris par les peuples. Ça pourrait être naturellement défendable, mais les peuples se rendent compte que dans la réalité, cela rend ce multiculturalisme devient un multiconflictualisme, si je puis dire, et donc les gens ne sont pas sots. Et quand vous voyez que maintenant les Allemands votent notamment à plus de 20% pour l'AfD, c'est-à-dire un parti qui est notoirement anti-immigration, et il donne également la majorité au Parti conservateur, à la CDU. Mm. Donc vous vous rendez bien compte que c'est un débat qui dépasse la France, c'est un débat qui a gagné les États-Unis, qui gagne l'Europe et qui oblige aujourd'hui ceux qui, depuis 40 ans, nous disaient que la France devait changer de physionomie, que les enracinés devaient céder la place aux déracinés, que ces gens-là se trompent, c'est tout, ils se sont trompés, ils vont être chassés par l'histoire simplement, ils s'accrochent encore à leur pouvoir et ils vont le faire d'une manière très agressive, en insultant, naturellement en insultant tous ceux qui ne leur ressemblent pas. Ça, c'est une pratique stalinienne qui est appliquée depuis des lustres et qui marche un peu, mais qui marche de moins en moins. J'observe que les gens sont de moins en moins réceptifs à ces culpabilisations-là d'une gauche, parce que c'est de la gauche dont on parle, d'une gauche qui s'est perdue, qui a perdu qui s'est perdue du peuple, qui s'est perdue de la nation et qui ne sait plus dans le fond où elle habite, qui n'arrive plus à se raccrocher sinon à des concepts fumeux comme celui de la République qui en elle-même ne veut rien dire. Il y a Oui. en Iran, vous avez une République islamique, islamiste, donc j'imagine qu'ils ne veulent pas défendre celle-ci. Donc c'est pas en se raccrochant à la République que l'on sauvera la France. Il faut naturellement parler à nouveau de la France et aujourd'hui, les Français attendent de leurs dirigeants qu'ils leur parlent de la France avant de leur parler de la République. Oui, effectivement, parce qu'on parle de ces Algériens, eux se sentent, ils ont un profond sentiment identitaire algérien. Et justement, Yvan Rioufol, si on appliquait les ébauches de solutions que vous nous avez présentées pour durcir cette diplomatie vis-à-vis de l'Algérie, peut-être reprendre le contrôle et avoir le dessus dans ce rapport de force qui de toute façon est engagé désormais, est-ce qu'on ne risque pas de voir la situation dégénérer ici en France, puisque désormais on le sait, on a énormément d'Algériens ou de Français d'origine algérienne en France qui se sentent algériens avant tout. Si demain la France durcit ses positions vis-à-vis de l'Algérie, ça viendra en quelque sorte valider le discours de l'Algérie qui leur explique, voyez, la France, ce qu'elle nous fait, elle nous brime depuis des années, c'est dans son ADN, rébellez-vous et puis on va se retrouver peut-être avec voilà, tous ces Algériens qui vont sur notre sol français exprimer leur désaccord avec cette politique. Ça peut dégénérer, Yvan Rioufol. C'est une crainte, mais je n'arrive pas à bien l'évaluer. Vous savez, moi, je suis très proche par adhésion politique, très proche de la communauté kabyle qui s'oppose en France, notamment représentée par mon ami Ferhat Mehini, qui est un opposant qui est considéré par l'Alger comme étant un terroriste, alors que c'est un pacifiste notoire. Et je sais que une partie de la communauté kabyle en France, exilée en France, est une communauté qui partage toutes les valeurs de la société laïque, au contraire, et qui s'oppose à la dictature algérienne, qui s'oppose à l'islamisme, qui réclame la libération de Boualem Sansal. Donc, il y a dans la communauté issue de l'Algérie toute une partie d'une communauté qui ne demande qu'une chose, c'est à soutenir les intérêts et le combat français pour la liberté. Donc, je ne veux pas du tout faire un amalgame trop facile. Maintenant, je n'évalue pas, je ne sais pas trop évaluer, en effet, pour ce qui concerne le reste de la Mm. communauté algérienne exilée en France, ou en tout cas immigrée en France, s'ils sont venus, si cette communauté est venue par, pour adhérer aux valeurs libératrices En 2 secondes, Yvan Rioufol. de la démocratie, ou pour cautionner effectivement une sorte de contre-colonisation.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On est un peu en retard, donc je reprends rapidement le micro. Mais merci, on continuera d'en parler. On vous retrouve demain de toute façon pour votre chronique. Merci beaucoup.